Bonjour à tous. Au début, il n'y avait rien. Et de ce grand rien, de ce vide de néant, est né quelque chose. Mais quelque chose de si ridiculement insignifiant que ça vaut même pas la peine que je vous en parle aujourd'hui. Donc on va passer à la chronique tout de suite. Relevé de compteur, qu'est-ce que ce sera ? Une fois par mois, ce sera une rencontre avec un artiste ou une artiste de la parole, sa vie, son œuvre, ses amours, ses amis, ses emmerdes. Je converserai chaque semaine avec un de ces défenseurs des arts de l'oralité et de la parole, histoire de voir ce qui se cache sous leurs histoires. Et si vous êtes sage, mais seulement si vous êtes sage, alors peut-être aurez-vous droit à une petite histoire de la part de notre invitée qui se trouve être devant moi et s'appelait Sandrine Niadi. Sandrine nous vient de Roubaix du 5-9, mais elle est gentille quand même. Sandrine, tiens, tu vas nous raconter tout de suite une histoire, comme ça ça te présentera mieux, hein, je trouve. Bon, d'accord. Il était une fois un ogre épouvantable, qui n'arrêtait pas de dévorer des hommes. Enfin, des hommes, des femmes et des enfants. Et c'était tellement terrible que l'humanité était menacée par cet ogre horrible qui se repaissait de leur chair, qui buvait leur sang. Moi je vais te dire, si ça continue comme ça, en vérité, les humains, ils vont disparaître de la surface de la Terre. Ils ont commencé à s'inquiéter, les humains. Alors, ils se sont tous regroupés, ils ont fait comme un grand conseil, et ils ont réfléchi tous ensemble. Et puis soudain, t'en as un qui s'est levé, il a dit « Ah, ça y est, je crois que j'ai une idée. Je sais comment on va faire, je m'occupe de tout. » Le lendemain matin, ce bonhomme s'est levé avant que le soleil ne se lève, lui. Et puis il est allé sur la route qui mène chez l'ogre. Avant d'arriver à sa maison, il s'est couché en travers du chemin et y a fait le mort. Il a attendu. Un petit peu plus tard, comme le coq a chanté, le soleil s'est levé et l'ogre a ouvert les yeux. Son ventre énorme a grondé. Il s'est dit « j'ai faim ». Alors il est sorti. Il est sorti de chez lui pour se trouver un humain à dévorer. Et à peine il met le pied sur le chemin, il tombe sur ce bonhomme-là, qui était mort exprès pour lui. Il se dit, mais les humains, vraiment, regardez-moi ça. J'ai même plus besoin de leur courir après. J'ai même plus besoin de les tuer. Ils viennent mourir là, sur mon chemin, tout exprès. Comme c'est pratique, ces petites créatures-là. Il l'a pris et il l'a chargé sur son dos. Il s'est dit, comme on est tout près de chez moi, pour une fois, je vais pouvoir le griller, le faire rôtir. Il rentre chez lui avec le bonhomme qui faisait semblant d'être mort, qui retenait sa respiration sur son épaule. Il ferme la porte et il le jette par terre devant la cheminée. Il voulait le faire rôtir, seulement là, il s'aperçoit qu'il n'a plus de bois. Faut que j'aille chercher du bois. Il sort de chez lui pour aller chercher le bois, laissant le bonhomme ici. Lui, aussitôt, hop, il se relève et il regarde tout autour de lui. Tout ce qu'il voit, c'est un énorme couteau de boucher. Il le prend et il attend. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas l'ogre qui rentre, c'est son fils. Et l'ogrillon était beaucoup plus petit que l'ogre, alors le bonhomme n'a eu aucun mal à le maîtriser. Il le prend par le cou, il lui fait une clé de bras et il lui met le couteau sous la gorge. Et il lui dit comme ça, « Toi, dis-moi immédiatement où se trouve le cœur de ton père. » Le petit ogrillon, il a eu très très peur. Il lui a répondu tout de suite, le cœur de mon papa, il se trouve dans son talon gauche. Mais ne lui dis pas que c'est moi qui te l'a dit, hein. Allez, fiche le camp. Il l'a laissé partir et il a attendu que l'ogre rentre. Eh bien, l'ogre n'a pas tardé à rentrer. Et la première chose qu'il a fait passer par la porte de la maison, c'est son pied gauche. Le bonhomme s'est redressé, il a bondi et slack, il lui a planté le couteau directement dans son talon gauche.
Le sang a giclé, et l'ogre a hurlé, et il est tombé par terre, raide, mort. Seulement, le bonhomme n'a même pas eu le temps de se réjouir, parce que d'un coup, dans un espèce de sursaut de je ne sais pas quoi venu d'outre-tombe, l'ogre s'est redressé. Et il lui a crié comme ça, « Je m'en fous! Tu m'as tué, peut-être, c'est vrai, je suis mort. Mais n'empêche que je continuerai à vous manger tous les hommes jusqu'à la fin des temps. » Et l'ogre se redressait, il essayait de saisir le bonhomme, mais il était beaucoup moins rapide qu'avant, comme il était mort forcément. Du coup, le bonhomme n'a eu aucun mal avec le grand couteau, slac, 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 il l'a découpé en morceaux. « Je m'en fous! Tu m'as tué, c'est vrai, je suis mort peut-être et découpé en morceaux, mais je continuerai quand même à vous manger tous les humains jusqu'à la fin des temps. » Et la main de l'ogre essayait de saisir le bonhomme et sa bouche continuait de gigoter. Alors, vite, vite, il a allumé le feu et il a jeté tous les morceaux dans le feu. Eh bien, l'ogre a fini par brûler. Il s'est consumé et sa bouche s'est arrêtée de parler. À la fin, il ne restait plus que des cendres. Le bonhomme les a ramassées. Il est sorti de la maison et il les a jetées en l'air pour que le vent les emporte. Seulement, le vent n'a pas emporté le nuage de cendres. Le nuage s'est mis à bourdonner et une toute petite voix est sortie du milieu du nuage et elle a dit « Je m'en fous, même réduit en cendres, je continuerai à vous dévorer, toi et tous les tiens, toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps. » Eh bien, c'est ainsi que les moustiques sont venus au monde et que les hommes ont commencé à se gratter. Merci Sandrine. Je laisse le public chez lui applaudir. Merci. Alors, tu peux peut-être nous dire d'où vient cette histoire d'ailleurs ? Ouais, c'est un conte indien d'Amérique. D'accord. Alors on va passer tout de suite au début de la chronique, parce que là c'était pas démarré du tout en fait. Sur ton site internet, on peut lire cette définition de Michel Hindenock qui dit « Conter, c'est écouter à haute voix un rêve ancien plus grand que soi ». Alors ma question est la suivante, combien mesures-tu ? Non, c'est pas ça la question, c'est pas vrai. C'était finalement pour toi, quelle a été l'histoire qui au départ a été le déclic ? Est-ce qu'il y a eu une histoire où tu t'es dit « Ah oui, là, il y a quelque chose qui se passe de plus grand que moi, il y a quelque chose qui me donne envie d'aller y voir si je raconterais pas ». Est-ce qu'il y a eu un choc inaugural, en fait ? Je dirais peut-être pas vraiment un choc inaugural, mais il y a quand même une histoire où toute gamine sur laquelle je suis revenue. J'avais un beau livre d'Andersen, un livre tout blanc avec une reliure en tissu collé dessus. Et dans ce bouquin, il y avait l'histoire des cygnes sauvages. Donc voilà. Et cette histoire-là, il y avait une très jolie illustration où on voyait les 7, je crois qu'ils sont 7, les cygnes sauvages en train de porter leur petite sœur dans un filet par-dessus l'océan. Et je l'ai lu et relu et relu. Et quand je suis devenue étudiante, je me suis dit, je ferais bien quelque chose avec ça. Mais je savais pas quoi, et puis voilà, je l'ai oublié en fait. Mais bon, je pense que vraiment la première histoire, c'était celle-là. D'accord, mais c'est pas tout d'avoir le déclic. Comment on fait pour franchir ensuite le pas de l'envie, éventuellement, de raconter des histoires à la scène ? Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu t'es formé d'abord ? Est-ce que tu t'es lancé comme ça, sans bouée, sur la scène ? Les premières fois, c'était quoi ? C'était comment ? Voilà, j'ai commencé un petit peu par hasard, assez tardivement. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai trouvé un stage. Il y avait Jacques Falampin qui proposait un stage, donc j'y suis allée un peu complètement, je savais pas ce que c'était tout ça. Avec lui, j'ai découvert ce que c'était et après, je me suis lancée sur scène comme une sauvage.
n'importe comment. J'y suis allée complètement inconsciemment, et puis ça m'a rempli, je sais pas, de bonheur directement. Alors après, je me suis plus jamais arrêtée. Et comment du coup on canalise cette sauvagerie que tu as en toi, hein, je le vois bien moi, et je pense que les auditeurs l'entendent bien. Comment on canalise cette sauvagerie pour se constituer un répertoire? Parce que moi c'est pareil d'ailleurs. Au début on raconte des histoires comme ça, un petit peu comme elles nous viennent, comme on les lit, et comment on fait ensuite pour se constituer un répertoire, son répertoire à soi? Je sais pas. En fait, ouais, j'y suis allée comme une folle, là, comme une inconsciente. Et puis, petit à petit, quand même, à force de lire, à force de rencontrer, d'aller voir des choses. Et puis, je me suis quand même un petit peu formée, hein. Après ça, entre-temps, les choses se structurent un petit peu d'elles-mêmes, moi, je trouve. T'as été aussi dans une autre vie archéologue. Est-ce que cette ancienne vie, elle a des répercussions sur ton travail de conteuse? Est-ce que fouiller un site archéologique et décortiquer un conte traditionnel pour essayer de le comprendre, pour essayer d'en trouver des autres versions, c'est un peu le même travail? Bah carrément, complètement. Ouais, j'ai passé du temps dans la terre à chercher les choses, des choses concrètes dans la terre pour imaginer des vieilles histoires. Qui s'était passé, et maintenant c'est un petit peu c'est un petit peu comme si je prenais les histoires et puis que je les ramenais dans la terre. J'ai l'impression de faire le travail inverse d'aller chercher des choses immatérielles et de les ramener dans le concret. C'est complètement non, ça va, c'est ésotérique ce que je dis, non? Non, mais je crois qu'on a très bien compris, hein. Il faut pas nous prendre pour des idiots. On n'est pas tout de suite autour de cette table. Mais c'est pas ça, c'est moi qui... Donc, tu travailles aussi, il y a beaucoup de tes spectacles où tu travailles en duo, hein, avec des musiciens. Oui. C'est une de, je pense, des spécificités de ton travail, parce que tu as beaucoup de spectacles où tu travailles avec des musiciens. Quel rapport tu entretiens avec la musique? Comment tu travailles avec ces musiciens? Est-ce que c'est la parole qui précède la musique, ou les deux qui vont de concert? C'est un petit peu les deux choses en même temps. Alors je travaille beaucoup, le premier musicien avec qui j'ai travaillé, c'est Vincent Bruzel, qui est un excellent musicien, un fabuleux chanteur. Il écrit des chansons, en tout cas c'est je pense une des choses importantes, c'est de choisir des bons musiciens. Et du coup, après lui, à chaque fois, j'ai essayé de choisir des très bons musiciens, parce que ça facilite beaucoup les choses. Ça permet qu'il y ait un dialogue entre nous. Donc, moi, là, jusqu'à présent, c'est toujours moi qui suis venue avec les idées, en tout cas. Et puis, à partir du moment où ils commencent à réfléchir, les musiciens, sur les histoires, comment les accompagner, il y a une espèce d'aller-retour qui se met en place. Donc moi, je pense que dans un premier temps, j'influence leurs choix musicaux, puis après, eux, ce qu'ils me proposent, ça crée des réactions de mon côté, et voilà. Raconter une histoire, c'est un peu comme chanter une chanson, quand même, moi, je trouve. Oui, c'est sûr. Dis-moi, Sandrine, tu racontes pour tous les âges à peu près, le jeune public, les ados, les adultes. Est-ce que tu as une préférence peut-être dans ces publics-là? Est-ce que tu abordes différemment le public enfant et le public adulte? J'ai pas vraiment de préférence. Je raconte effectivement pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Et j'essaye de parler aux petits comme si c'était des grands. De toute façon, c'est des grands en devenir. Ils sont comme nous. Et puis je parle aux grands comme aux petits. Non, je parle à tout le monde pareil, en fait. D'accord. Est-ce que tu as des projets actuellement, des spectacles qui sont en cours, des créations sur lesquelles tu travailles et dont tu pourrais nous parler? D'ailleurs, le conte que tu nous as raconté, est-ce qu'il est issu d'un de tes spectacles? Pas du tout. Pas du tout, et je l'ai travaillé exprès pour vous ici. C'était la première fois que je le racontais.
Et j'aime bien en fait. C'est un grand privilège que non. Oui. C'est moi qui ai eu ce privilège-là parce que je trouve que raconter, que la première fois qu'une histoire sort de la bouche, c'est un moment vraiment particulier. Et là, je suis contente parce que je vais pouvoir le réécouter. D'habitude, c'est un moment qui s'échappe, qui se perd et qui après voilà qu'on ne sait pas trop comment faire pour le retrouver. Et là, j'ai une trace. Mais donc non, peut-être un jour ça rentrera quelque part dans un spectacle, mais là pour le moment non. D'accord. Alors cette année, ça va être pour moi, je pense, une année de consolidation. J'ai envie de travailler beaucoup le plateau, de jeter un regard sur ce que j'ai fait, de voir ce qui me plaît, ce que j'ai envie de modifier. Et puis j'ai quand même quelques nouvelles choses sur le feu, mais qui sont pas encore très très précises. Je travaille avec un autre conteur sur un vieux texte, le Kalevala, une épopée finlandaise. Je travaille avec un musicien sur un ciné-conte-concert, sur des vieux films de Lotte Reiniger, une dame qui faisait des trucs en papier découpé, une Allemande. Voilà, c'est... Et puis après, je lis, je vais voir des choses, tout ça. Il y a des trucs qui mijotent, mais qui... Voilà. Est-ce que, ça va être la question piège, tiens. Est-ce que tu te considères, on a dit en démarrage que tu habitais Roubaix, tu es de la région Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que tu te considères comme une conteuse régionale? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose de l'endroit où tu vis, de la région, qui transpire dans tes histoires? Moi, je connais quelques-unes de tes histoires. C'est peut-être pas directement dit dans les histoires, mais à ton avis, est-ce que ça transpire quelque part? Il y a des fois où je me sens du Nord, mais globalement plutôt pas trop. Je sais pas, cette question des racines, je sais pas trop d'où je viens. Je me sens pas très enracinée dans le Nord et d'une manière générale sur la Terre. Donc je dirais que peut-être, probablement que si, mais en tout cas je cherche pas à ce que ça y soit. Je sais qu'il y en a forcément une trace, mais en tout cas je le fais pas de façon clairement délibérée. D'accord. Est-ce que tu as un conseil? On va aboutir à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un conseil à nous donner en termes de conte, un conteur qu'il faudrait découvrir, que tu as découvert récemment, ou un conteur ancien que tu as envie de nous faire découvrir? Bon, moi, je suis un peu une inconditionnelle de Micheline de Nock. C'est un fabuleux conteur, musicien, tout ce qu'on veut, et voilà, peut-être lui. Mais sinon, allez voir les spectacles de conteurs en campagne. Il y a plein de super jeunes conteurs à découvrir. C'est bien, tu finis bien. On peut retrouver tes infos, tes spectacles, tes prochaines dates sur ton site, que tu vas nous rappeler tout de suite, parce que moi je suis arrivé en retard et j'ai pas eu le temps de le noter. C'est sandriniadi.com, je crois. Sandriniadi.com. Voilà. Je pense qu'on le retrouve en tapant Sandrine Niadi sur Internet.